lorsqu'on relit bien cet article 19 qui a été Oui. rejeté par le Conseil constitutionnel, et qu'on regarde un peu tout ce qui a été fait depuis, je dirais, depuis le début de la Ve République, en termes de tentatives pour juguler la liberté d'expression, parce que là on n'est pas sur la liberté de mouvement, Covid, c'est vraiment Mhm. politique. Hein. Pour Mhm. juguler la liberté d'expression, c'est l'atteinte la plus forte qu'il y ait jamais eu. Mhm. Hein, bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a émergé. Ça, on avait dit que c'est Luc qui allait regarder comment est-ce que c'est venu cette affaire, comment c'est arrivé. Alors, bon, j'ai commencé à gratter aussi un petit peu. Et puis, ensuite, quels sont les arguments qu'a développé le gouvernement et ceux qui le soutiennent pour que, à tout craint, ce truc-là puisse passer. Et donc, on va voir déjà les premières choses que j'ai ressorties, mais il s'avère que les arguments développés par le gouvernement sont vraiment lamentables. C'est fou de voir ça. Alors, comment ça a démarré cette affaire? Cette affaire, ça vient de monsieur Loïc Hervé, hein, qui est le rapporteur de la commission spéciale du Sénat, qui a eu pour mission de traiter cette loi Sren. Donc cette commission spéciale était présidée par une dame dont j'ai oublié le nom, et le rapporteur c'était monsieur Loïc Hervé. Loïc Hervé, c'est un ancien adhérent de l'UDF, du temps de Giscard, tout ça. Il est aujourd'hui membre de l'UDI, donc c'est un collaborateur de, comment il s'appelle, Bayrou. Voilà. Et puis, c'est un juppéiste, il a soutenu Alain Juppé dans le cadre de la primaire présidentielle des Républicains en 2016. Alors, il s'était déjà illustré parce qu'il avait accusé, il a fait une charge très violente contre la Suisse pendant la pandémie du Covid, parce qu'il trouvait que la Suisse ne confinait pas assez et tout ça. Voilà, bon. Alors, le 18 mars 2020, il avait interpellé le ministère des Affaires étrangères car il jugeait insuffisantes les mesures des Affaires étrangères suisses. Et c'est insuffisant en matière de confinement face à la pandémie. Hein. Et donc il accusait les Suisses de mettre en danger la santé des Français en prenant pas des mesures radicales que lui, il aurait prises. Toi. Alors, les Suisses, tu parles. Alors, le conseiller d'État Antonio Hodgers de Genève, il lui a répondu en lui faisant remarquer que le modèle suisse, c'était pas le même modèle de gouvernance que le modèle français, et que ça existait, que c'était donc possible, et qu'en Suisse, ben, le modèle il était fondé sur l'adhésion de la population, et que c'était plus utile que toutes les forces de police à la française. Parce qu'il lui a répondu Mhm. le Suisse. Hein, bon, D'accord. il avait rabattu son caquet. Bon. Alors, donc, ce monsieur Loïc Hervé, il a présenté tout seul. Alors, on se demandait s'il était téléguidé par le gouvernement ou par je ne sais pas qui. Bon, ça évidemment, on ne peut pas le savoir, sauf entrer dans la théorie du complot. Mais bon, les gars, ils agissent jamais seuls. Alors, Loïc Hervé, c'est quand même la bande Mhm. à Bérou. Bérou, c'est vraiment l'ordre moral. Hein. Ah, bon, alors il y aurait du Bérou là-dessous. Ah, en tout cas, on dirait dans une cour d'assises, tu vois, si je suis procureur, moi j'ai l'intime conviction qu'il y a Bérou derrière tout ça. Mhm. Voilà. Alors, donc je rappelle, je rappelle l'amendement numéro 134. L'amendement numéro 134, c'est euh, donc lors du débat sur la loi Sren, il y a tout un tas d'amendements. Il y a eu, je sais pas, 200 ou 300 amendements. Voilà, celui-là, il avait le numéro 134.
qui était basée sur l'argumentation suivante. Nos auditions ont montré les limites de la réponse pénale classique contre le harcèlement en ligne. Le cyberharcèlement n'a pas de définition autonome. Il est couvert par les infractions existantes de harcèlement. Hein? Bon, ça on l'a vu. Pourtant, les faits de harcèlement sont graves et passibles de lourdes peines. Bon, alors là, cette phrase n'est pas claire du tout, parce que il n'a pas encore dit quels étaient les faits dont il va parler. Enfin, bref, c'est mal rédigé, peu importe. Enfin, peu importe, mais bon, ça commence mal, je dirais. Alors, nous proposons la création d'un délit d'outrage en ligne pouvant faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. Donc, tu vois, la façon dont il introduit son amendement, parce que lorsque tu proposes un amendement, tu dis voilà, je propose un amendement pour la raison suivante, avant de dire quel est le contenu de ton amendement. Or, la présentation qu'il fait, lorsqu'il dit qu'il y a des limites à la réponse pénale classique contre le harcèlement en ligne, bon, ok, peut-être. Bon, le cyberharcèlement n'a pas de définition autonome, ça c'est faux. Bon. Il est couvert par les infractions existantes. Pourtant, ces faits sont graves et passibles de lourdes peines. Cette phrase ne veut rien dire. C'est lui qui dit que c'est passible de lourdes peines. Voilà. Enfin, c'est quand même extrêmement mal présenté. Alors, donc là, il énonce son infraction. Enfin, il énonce d'abord la sanction de 3 750 € et 1 an d'emprisonnement, ou une amende forfaitaire délictuelle, AFD, de 300 €. Voilà. Alors, on avait dit qu'il était téléguidé par le gouvernement, mais en fait, parce que j'ai épluché toutes les minutes de la commission. Alors, c'est bien, l'open data, ça fonctionne en France quand même. Tu as tout. Tu as la Cour de cassation, les commissions du Sénat, tu as absolument tout. Alors, dans cette commission spéciale sur l'étude de la loi Sren, il y avait un représentant du gouvernement, en l'espèce M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué à l'économie numérique. Voilà. Et lui, il était réservé. Il a dit, écoutez, vous proposez, alors je lis le truc, dans sa décision, parce que c'est exactement ce qu'il a dit dans le cadre de cette commission spéciale et qui est reproduit dans les minutes qui sont donc consignées dans l'historique de cette affaire. Alors, dans Monsieur Barrot, c'est ça, tu dis? Jean-Noël Barrot, B-A-2-0-D. D'accord. Dans sa décision du 19 janvier dernier relative à la LOPMI, bref, le Conseil constitutionnel a estimé que la procédure d'amende forfaitaire ne pouvait porter que sur des montants faibles et des faits punis de moins de 3 ans d'emprisonnement. Or, les infractions dont il s'agit, les infractions dont parle monsieur, enfin, que veut, disons, incriminer monsieur Loïc Hervé, suppose des enquêtes parfois poussées, ce qui est peu compatible avec les amendes forfaitaires. Par ailleurs, de nombreuses zones grises persistent sur la nature des contenus illicites en ligne. Le caractère automatique de l'amende forfaitaire n'est pas adapté. Alors, il dit, l'amende forfaitaire, c'est des trucs qu'on doit pouvoir constater rapidement, facilement, et ça ne correspond pas à cette... voilà. Donc, il demande le retrait. D'accord. Bon. Et puis, il y a un autre Thomas de Sus, je vois qui c'est, lui. Il dit « Je ne comprends pas le dispositif proposé par le rapporteur, c'est-à-dire Loïc Hervé, dans l'objet de son amendement. Il est précisé que l'infraction ne sera pas constituée si les faits tombent dans le champ des délits existants, comme l'outrage sexiste ou sexuel. » Alors, en fait, c'est exactement ce qui a été dit dans la saisine du RN, à savoir que c'était déjà couvert par une définition dans le code pénal. En matière pénale, les faits sont rattachés à une infraction ou à une autre. L'amende forfaitaire est exclusive d'un autre dispositif. Alors, Loïc Hervé répond, il dit non, mais ça peut être une infraction ou une autre, l'amende forfaitaire. Voilà.
l'erreur forfaitaire, c'est possible. Et du coup, comme il est rapporteur, il adopte le 134. Contre l'avis du ministre et contre l'avis d'un autre gars de la commission. Là-dessus, ça repart à l'Assemblée parce que c'est la navette. Et l'Assemblée, elle revient sur le truc. Hein, elle dit non, mais. Alors l'Assemblée, elle dit. Alors bon, je t'enverrai tous les PDF. Hein, elle dit non, mais bon, le Conseil constitutionnel va le censurer, ça. Faut pas, elle dit pas qu'elle est contre. Hein, mais elle dit le Conseil constitutionnel, il ne va pas laisser passer. On ne peut pas laisser ça. Donc il rejette. Ouais. Ça retourne en commission du Sénat. Ouais. Et là, Hervé, il tape sur la table, il dit non, il faut absolument. Alors, tu vois, derrière, il y a Bayrou, comme un fou avec l'ordre moral. Non, absolument, il faut protéger de la parole, arrêter, il faut qu'on arrête de se faire traiter d'incompétent et tout. Voilà, bon. Et ça passe. Bon. Et du coup, l'Assemblée, après l'Assemblée, l'Assemblée, on lui présente une loi sereine dans laquelle il y a 64 articles. Elle vote oui. Tu vois, ouais. Elle ne se souvient plus qu'il y a l'article 19. Tu vois comment ça marche? Oui, je vois très bien. Ouais. Voilà. Bon, ouais. Alors, le premier... premier critique, premier grief contre l'article 19, c'est un cavalier législatif. C'est-à-dire, il n'est pas en lien, parce que le système des amendements, il a une borne, il a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter un amendement dans une loi, dans un projet de loi. Alors, il s'agit d'un projet de loi, ça. Hein, projet de loi, c'est présenté par le gouvernement. Proposition de loi, c'est présenté par un ou plusieurs députés. Donc, il s'agit au départ d'un projet de loi présenté par Bruno Le Maire. Tiens. Au nom du gouvernement. Et c'est donc étudié selon les dispositions prévues par la Constitution, avec des navettes au Sénat. Là, comme c'est une loi importante, je dis quantitativement, une commission spéciale, il étudie les tenants, les aboutissants, tous les recoins, et on recueille tous les amendements. Le premier point de recevabilité d'un amendement, c'est qu'il soit ce qu'on appelle qu'il ne soit pas un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'il soit en lien direct avec des éléments énoncés dans le projet de loi initial. Si tu as un projet de loi sur, je sais pas, l'avortement, tu ne peux pas mettre un amendement dans lequel tu vas parler de la liberté de circuler sans masque, tu vois, c'est pas lié. Alors, le gouvernement répond, parce que il démarre son adresse au Conseil constitutionnel. Il faut savoir que tout ça, c'est contenu dans un texte paru le 10 mai 2024, qui s'appelle « Observation du gouvernement à l'intention du Conseil constitutionnel », dans le cadre de la saisine de 2 groupes de députés, un groupe RN et un groupe France Insoumise, l'IOT plus je ne sais pas qui, et qui n'est pas signé d'ailleurs. C'est observation du gouvernement, voilà, on a le texte, c'est pas signé le Premier ministre, non, c'est observation du gouvernement. Voilà. Donc, et le gouvernement, cette observation, ce texte commence par un récapitulatif, bien entendu, des griefs qui sont exposés dans ces 2 saisines, notamment celle du RN. Et donc, le premier grief, c'est celui de l'accusation de cavalier législatif, c'est-à-dire comme quoi cet article 19 ne figurait pas dans le projet de loi initial et qu'il a été ajouté sans lien aucun avec un quelconque autre article présent initialement dans le projet. Alors, le gouvernement dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cet article présente un lien avec l'article 5 initial du projet de loi
qui rétablissait dans le code pénal un article 131-35-1 afin de prévoir que le juge peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension à titre temporaire du compte d'accès aux services de plateforme en ligne utilisé pour commettre certains délits décrits dans l'exposé des motifs comme des faits de haine en ligne et de cyberharcèlement comprenant les délits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Donc, le gouvernement dit, on avait au départ un article 5 qui prévoyait de suspendre les services de plateforme en ligne lorsque on a des écrits faits de haine en ligne et de cyberharcèlement moral et sexuel. Donc c'est pareil. Bon, ce n'est pas pareil du tout. Oui, voilà, c'est un lien qui n'est pas... Bon, ils disent il y a un lien. Non, c'est faux. C'est fallacieux. Alors, c'est au minimum une erreur d'interprétation, au maximum un mensonge. On va retrouver tout le temps ça. Hein. C'est-à-dire que les affirmations du gouvernement, c'est au minimum tendancieux, fallacieux, voire carrément mensonger. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce que la suspension d'un compte d'accès, c'est pas pareil que la pénalisation de l'auteur. Là, de quoi on parle là? On ne parle pas, alors on parle pas uniquement de la suspension de services en ligne, parce que ça c'est déjà utilisé par la loi fake news, la loi sur la sécurité de l'information, la loi de 2018. Là, il s'agit de pénalisation de l'auteur. C'est totalement nouveau. Donc c'est absolument pas en lien. L'article 5 du projet de loi initial n'avait absolument pas abordé la pénalisation criminelle de l'auteur. Bon. Autrement, haine en ligne et cyberharcèlement, c'est pas pareil que outrage. Outrage et haine en ligne, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc il y a un amalgame, une assimilation qui relève du biais de raisonnement. Voilà. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est incompatible avec un texte juridique. Je dirais juridiquement, ça ne tient pas la route. Alors, il est d'accord sur le fait que il faut que une incrimination d'un délit soit clairement définie. Et les critiques de la saisine, aussi bien du RN que de France Insoumise, c'est que cet outrage n'est pas suffisamment défini. Parce que l'intitulé exact, c'est tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne, soit présente à son égard un caractère injurieux, dégradant, humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante. Voilà. Et les deux saisines disent, bon, ça, c'est impossible à déterminer. Voilà, c'est pas clair. On ne peut pas clairement définir, avec cette définition, en fonction du contenu. Par exemple, si je dis Monsieur le maire, lorsqu'il dit que le déficit public sera ramené à 3%, il est incompétent. Bon, si je dis ça, bon, voilà, on ne va pas pouvoir dire si c'est dégradant, si humiliant, ou si ça crée à son encontre une situation hostile ou offensante. Eh bien, à ça, le gouvernement dit non, c'est extrêmement... Non, nous, on pense que c'est très, très clairement défini. Et je lis donc s'il écrit, le gouvernement dit que c'est clairement défini parce que ces termes ne diffèrent pas de ceux figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 222-33-1-1, c'est-à-dire celui qui a avant celui qu'on veut ajouter, qui incrimine le délit d'outrage sexiste et sexuel. Voilà. Bon. Donc, il dit, mais l'article précédent, le 222-33-1-1, qui existe déjà, qui incrimine le délit d'outrage sexiste et sexuel, il dit la même chose.
Donc vous voyez bien que c'est clair. Alors là, Mhm. c'est une mauvaise foi voilà, avérée, puisque... Alors, voilà, attends, je vais le mettre à l'écran, là, l'article Oui. en question. Euh, ah non, mais c'est incroyable, hein. C'est dingue, c'est dingue, ce truc. Avec le niveau, enfin le niveau de mauvaise foi, c'est Mhm. forcément pas de l'incompétence, c'est de la mauvaise foi. Euh, voilà. Alors voilà, ce fameux article, ils disent c'est pareil. Ils disent c'est pareil. Mhm. L'article 222.33.1.1, qui est Mhm. avant le 222.33.1.2 que eux ils veulent ajouter, c'est la même phrase. Est puni de 3 750 € d'amende le fait Mhm. d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste. Mhm. Alors là, on a la même phrase qui porte atteinte à sa dignité en fonction de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Mais lorsque ce fait est commis par une... Alors, c'est largement différent puisqu'il s'agit, disons, d'une invective sexuelle ou sexiste Mhm. par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, Mhm. soit sur un mineur, soit sur une personne vulnérable, Mhm. enfin, dû à son âge ou dû à sa précarité, soit par un groupe de personnes, soit dans un Oui. véhicule confiné, soit en Ouais. fonction de l'orientation sexuelle d'une personne, etc. etc. Donc, Ouais. c'est complètement différent. Là, il s'agit de pénaliser tout simplement quelqu'un qui s'exprime en ligne. Qui, voilà, bon. Donc, voilà, la mauvaise foi, bon, c'est une mauvaise foi, mais qui d'un point de vue juridique, doit être balayée tout simplement dans un tribunal, parce que c'est sans objet. Voilà, c'est sans Mhm. objet. Voilà, voilà un peu l'argumentation du gouvernement. Hein, voilà, le premier point. Alors ensuite, euh, alors il reviendra, je cite, puis on va s'arrêter dans 5 minutes, et je Mhm. cite donc toujours le texte du gouvernement. Il reviendra au ministère public dans l'hypothèse où des poursuites pénales auraient été engagées à l'encontre de l'auteur du délit d'outrage en ligne, devant le tribunal correctionnel, de faire porter leur appréciation au cas par cas sur le point de savoir si le contenu imputé aux mises en cause entre dans ce que dit l'article 222.33.1.2. Bon, Mhm. donc là, Mhm. il dit effectivement, euh, chaque fois que un individu sera traduit devant le tribunal correctionnel, la juridiction devra euh, voir au cas par cas si le contenu imputé rentre bien dans le cadre de ça. Bon, là, il fait une tautologie, et là, il dit, eh bien, nous, on pense que, eu égard à la Mhm. jurisprudence constante de la Cour de cassation, voilà, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en cette matière, il est toutefois raisonnable de penser qu'il leur appartient. Alors, raisonnable de penser, il dit, voilà, nous on pense que les tribunaux vont faire ça. Ouais. D'apprécier de manière abstraite le caractère attentatoire à la dignité de la personne de l'outrage, d'apprécier le caractère abstrait, d'apprécier de manière abstraite le caractère Mhm. attentatoire à la dignité de la victime de l'outrage, le caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou la création d'une situation intimidante, hostile ou offensante, c'est-à-dire sans tenir compte de la conception que chacun se fait de sa propre dignité ou de la perception que chacun peut avoir de sa propre situation. Parce que, Mhm. effectivement, c'est ce qui avait été mis en avant par les deux saisines, en disant, mais bon, comment est-ce que les tribunaux vont pouvoir dire c'est dégradant, c'est humiliant, ça crée une situation intimidante, hostile, offensante? Mhm. Bon, ça va dépendre de la façon dont la personne concernée, la personne soi-disant attaquée, va ressentir les Ouais. propos. Et que donc, le caractère, par exemple, offensant ou intimidant, ne peut s'apprécier qu'à partir de la perception de la personne et pas de manière Mhm. abstraite et pas de manière objective. Bon. Ouais. Et alors, évidemment, donc, de façon tautologique, il dit si, si, si,
ça peut s'apprécier de manière abstraite. Et il prétend s'appuyer sur une jurisprudence. Alors c'est là que ça devient grave. Hein. Bon. Parce qu'il dit U égale à la jurisprudence. Alors, ensuite, il donne des références de jurisprudence. La Cour de cassation juge constamment, en effet, que le caractère diffamatoire des imputations se détermine exclusivement par la nature des faits allégués. Et il cite, j'ai tout regardé, hein, chambre criminelle du 4 octobre 85, etc. Donc, toutes les affaires qu'il cite sont des affaires de diffamation, celles qui n'ont rien à voir, avec la diffamation. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu dis, mais monsieur, vous avez piqué dans la caisse alors qu'on n'a pas de preuves. Bon, il s'agit là d'affaires de diffamation. Donc ça n'a rien à voir. C'est un amalgame qui est fallacieux. Et il continue en disant, c'est de manière objective, sans tenir compte ni de la manière. Bon, ils disent 2 fois manière, c'est vraiment lamentable. C'est-à-dire de manière objective, sans tenir compte de la manière dont le propos est perçu par le destinataire du message ou du propos, ni du but auquel ces imputations tendent ou du mobile de l'auteur. Et il cite encore une chambre criminelle, machin, non et cette phrase n'y est pas. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on consulte le texte de la chambre criminelle du 4 novembre 1993, en détail, on n'a pas du tout on juge de manière objective sans tenir compte de la manière dont le propos est tenu. On dit au contraire, le caractère légal des imputations diffamatoires, fussent-elles formulées sous forme d'insinuations déguisées sous des expressions outrageantes, se détermine d'après la nature des faits allégués à l'exclusion du but, on ne tient pas compte du but, ni du mobile de l'auteur, oui, pour de la diffamation. Alors, non seulement il essaie de démontrer que ça peut s'apprécier en dehors de la perception de celui qui reçoit l'altercation. Non seulement il essaye de dire qu'on peut faire ça de manière abstraite, mais en plus, il dit qu'il a vu ça dans des affaires donc de la chambre criminelle, et il cite, hein, c'est-à-dire de manière objective sans tenir compte de la manière dont le propos est tenu par le destinataire du message ou du propos, ni du but auquel ces imputations tendent. Il cite une phrase qui n'existe pas. La phrase, c'est celle que j'ai écrite plus bas en rouge. Non mais c'est incroyable. C'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Ça, en fait, il n'y a que ceux qui connaissent la loi qui peuvent si tu vas pas vérifier, il faut tout vérifier, il faut vérifier chaque virgule. Donc, pour essayer de synthétiser, ça tient il confond volontairement les affaires de diffamation avec ces affaires d'outrage. Ouais. Et il dit le caractère diffamatoire ne s'apprécie pas. D'ailleurs, tu vois, ils ont mis entre guillemets. Alors moi, c'est moi qui ai souligné le caractère diffamatoire sur la première ligne là. Le caractère diffamatoire des imputations se détermine exclusivement par la nature des faits allégués. Ils ont mis entre guillemets uniquement se détermine exclusivement par la nature des faits allégués. Ils n'ont pas mis entre guillemets le caractère diffamatoire des imputations. Parce que si tu mets le guillemet ici, tu vois, le guillemet ici, ça change tout. Tu dis le caractère diffamatoire des imputations se détermine exclusivement par la nature des faits allégués. Ben oui, d'accord, bien sûr, oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de ça, on parle de l'outrage. Voilà. Donc on a une argumentation juridique qui démontre soit, alors ça c'est que le début et ça va être tout comme ça, soit ils font du Lego en fait, Christian. Non mais ils font des briques Lego, c'est-à-dire qu'ils enlèvent des briques. Non mais c'est pas des briques Lego, c'est carrément
de la manipulation. C'est de la manipulation. Bon, soit c'est de l'incompétence, Non, je pense mais que c'est pas l'incompétence. l'incompétence, ce serait n'importe quoi. Là, c'est pas n'importe quoi. Là, ils Oui, c'est pas essaient de n'importe te quoi. faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire, Ouais. regardez, je vais vous le démontrer. Ça. Regardez, il y a cette phrase-là. Et cette phrase, Ouais. elle vient d'une autre affaire qui n'a rien à voir. Hein? Alors, je ne sais pas quel mot on peut mettre cette technique. Bon, moi, je vois bon, c'est mensonge, fallacieux, c'est de la mauvaise foi, euh, c'est même tellement gros que c'est pas recevable. À la limite, c'est condamnable. Ouais. Et qui peut condamner ça, là? Oh, ben là, là, c'est pas. Ces observations, ben, justement, nous, on peut condamner en disant, vous voyez ce que fait le gouvernement lorsqu'ils essayent d'argumenter, de démontrer quelque chose, ils Mhm. sont de mauvaise foi. En fait, Ouais. je crois que ce qui résume, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, Mhm. c'est-à-dire qu'ils prennent des arguments, soit qui sont mensongers, soit qui sont faux, soit des arguments qui sont tirés d'une affaire qui ressemble, mais qui est différente, en Mhm. pensant que celui qui va dire ça Ouais, ça va passer, quoi. n'ira pas chercher plus loin. Ouais, c'est ça, mais ça va passer. Crème. Ils veulent que ça passe crème, quoi. Ah, ce- il s'avère que ce que je pressentais pour avoir déjà parcouru le truc la semaine dernière, à savoir que c'est... Alors, c'est un document, effectivement, comme tu l'avais dit, qui a 35 pages, mais il n'y a que Mhm. 5 pages hein, qui sont liées à l'article 19. Il n'y a que lui qui nous D'accord. intéresse, hein, les autres... bon. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, c'est en 5 pages, ça va être assez court à faire finalement. En 5 pages, on va Mhm. pouvoir, là-dessus, bon, je vais rédiger euh, chaque, chaque argument qui est Oui, fallacieux, bon, oui. et sera un modèle du genre. Quoi. Oui, d'accord, oui. Oui, je vois très bien où tu veux en venir, en tout Voilà. cas. Bon, Ouais, ça marche. Grégoire, Ouais, je te dis la semaine prochaine. Hein. ça marche. Bah, Et comme puis, ça, merci d'avoir débroussaillé le texte.